Alors donc je suis Alain Joblin, ancien professeur à l'université d'Artois, et je propose un livre sur l'histoire du Boulonnais et de Boulogne-sur-Mer intitulé Chroniques boulonnaises. Alors pourquoi des chroniques boulonnaises? Je n'ai pas voulu dérouler une histoire du Boulonnais de la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française, mais j'ai préféré procéder par ce qu'on pourrait dire des flashs sur certains moments de cette histoire, sur certaines personnes qui ont fait cette histoire, d'où le nom de chroniques boulonnaises. Et toutes ces chroniques, je les ai regroupées en trois grandes parties. La première concerne le Boulonnais en tant que province frontière du Royaume de France. En effet, le Boulonnais a été, pendant 3 siècles, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, la province frontière du Royaume de France, face à l'Angleterre d'un côté et face à l'Espagne qui était alors installée aux Pays-Bas. Il ne faut pas oublier que Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, c'était des villes espagnoles, bien sûr, espagnoles avec des guillemets. Et à chaque fois qu'il y a eu qu'un conflit a éclaté entre le Royaume de France, l'Espagne et l'Angleterre, eh bien c'est bien sûr le Boulonnais qui a été le premier à prendre les coups, ce qui a entraîné bien sûr de nombreuses catastrophes, des morts, des destructions, mais ce qui a permis aussi aux Boulonnais d'obtenir deux avantages ou deux grands privilèges. D'abord le premier privilège, c'est que les Boulonnais ont servi dans des troupes qui était proprement boulonnaise, qu'on a appelé la milice boulonnaise à partir du XVIIe siècle. Et ces troupes avaient la réputation d'être les meilleures troupes dans l'armée française. Louis XV, quand il parle des Boulonnais, il dit que ce sont ses meilleurs soldats, les meilleurs soldats qu'il peut lever dans le royaume. Ça a entraîné bien sûr des conséquences sur la mentalité peut-être du Boulonnais. On dit que le peuple boulonnais était un peuple rude, et qu'il portait toujours les armes sur le dos. Donc une sorte de militarisation du monde boulonnais. Et puis un deuxième avantage important, c'est que les Boulonnais ont réussi petit à petit à se faire reconnaître au XVIIIe siècle une autonomie administrative dans le royaume. La province est détachée de la Picardie et devient non pas ce qu'on appelait à l'époque un pays d'État, mais qui a pratiquement toutes les caractéristiques d'un pays d'État. Bien sûr, ce particularisme va disparaître avec la Révolution française qui va créer les départements. Donc toute une première partie sur le Boulonnais, province frontière du Royaume de France. La deuxième partie, que j'ai intitulée Tranche de vie boulonnaise, cherche plutôt à essayer de montrer comment on vivait à Boulogne-sur-Mer, comment on vivait en Boulonnais, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, parce que c'est la période où les sources sont les plus abondantes. Et j'ai abordé ça à partir de différents points de vue. D'abord, par exemple, le travail des Boulonnais. On présente cette population comme étant une population de marins, mais c'est d'abord une population de paysans. Qu'est-ce que c'est qu'être un paysan en pays boulonnais? Comment on vit? Comment se présentent les fermes? Qu'est-ce qu'on mange? Je me suis intéressé à la nourriture. Et puis j'ai essayé aussi de voir comment se présentait la société, surtout la société de la ville de Boulogne-sur-Mer, à travers des faits divers, comme par exemple le suicide. C'est quelque chose d'assez particulier d'aborder une histoire à partir du suicide, mais à travers ce suicide, à partir de ce suicide, on peut voir comment on vivait quotidiennement dans la ville de Boulogne-sur-Mer, au XVIIIe siècle surtout. La troisième partie s'intéresse surtout à la question religieuse. J'ai intitulé cette partie Salve Regina, bien sûr en référence à Notre-Dame au culte qui était rendu à Notre-Dame de Boulogne, qui reste un culte extrêmement vivace au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui attire les foules, les pèlerins qui venant de Boulogne ou du Boulonnais, du Calaisis, mais aussi parfois venant de pays étrangers. Et ce qui caractérise au point de vue religieux cette région, c'est son attachement au catholicisme. On est vraiment sur une terre de catholicité, avec des Boulonnais qui sont bien encadrés par un clergé qui est un clergé compétent, qui vit son sacerdoce d'une manière exacte, des populations qui rendent des cultes, qui sont surtout des cultes de protection. On s'adresse aux saints pour être protégés contre telle ou telle maladie. Sainte Apolline pour la maladie des dents, par exemple. On prie Saint-Antoine pour la protection des cochons, etc. Mais bien sûr, une pratique religieuse qui est toujours strictement encadrée et surveillée par le clergé.
Et puis, cet attachement au catholicisme va être mis à dure épreuve par la Révolution française. La région de Boulogne n'a pas été une région vraiment révolutionnaire. D'ailleurs, les responsables de la Révolution à Arras reprochent aux révolutionnaires de Boulogne de ne pas être suffisamment enthousiastes. Et les révolutionnaires vont essayer d'extirper le catholicisme, mais aussi le christianisme du royaume de France, enfin des terres françaises. Il va y avoir une certaine résistance en boulonnais qui fait que ce catholicisme, au lieu de disparaître, va se retrouver régénéré. Et ce dynamisme retrouvé, eh bien, je crois qu'on peut le voir donc à travers la reconstruction de la cathédrale de Boulogne dans les années 1820-1830, la cathédrale qui a été reconstruite par Monseigneur Affringue. Donc voilà, ce que je propose à travers ce livre, c'est une promenade à travers l'histoire du Boulonnais, une histoire qui a été extrêmement riche, une histoire qui présente de très nombreux aspects, qui sont des aspects bien sûr souvent tristes, mais aussi il ne faut pas croire que cette province a été entièrement toujours soumise à la guerre, etc. On vivait en Boulonnais, on y travaillait, on aimait, on priait, etc. Donc une histoire qui est extrêmement vivante. Voilà donc ce que j'ai essayé de retranscrire à travers ces chroniques boulonnaises de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française.